Salut à tous, My League à 5, donc avec les Bulls, avec les Kings, avec également les Nuggets, les Wolves et les Knicks. Ouais, je peux pas m'empêcher d'avoir plusieurs équipes en fait, je crois. C'est difficile pour moi de faire autrement, parce que je trouve que c'est encore plus palpitant d'en avoir plusieurs, d'avoir aussi des contraintes, parce que du coup on a des limitations. On peut pas genre prendre les joueurs qu'on préfère à un endroit. Ou alors on en favorise un par rapport aux autres, ce qui est un peu dommage aussi. Du coup, ça me met un peu des bâtons dans les roues et je trouve ça meilleur en fait. C'est donc pour ça que je fais ça, hein, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai tendance à prendre plusieurs équipes bien souvent. Alors là, c'était un projet d'envergure, parce qu'avec 5, c'est quand même beaucoup 5. Hein. Je vous ai mis un petit sommaire de cet épisode où on va parler playoffs. On va commencer très très dur là avec un gros classique de l'Est dans la partie. Et puis vous allez voir que chaque équipe aura l'occasion de s'exprimer. Et puis je vais parler un petit peu progressivement des uns ou des autres suivant le contexte. Chicago Bulls qui vont rendre visite aux Sixers. C'est le match 1 de cette série à l'Est qui est au premier tour déjà une forme de choc, puisque Sixers c'est quand même une très bonne équipe au demeurant, même s'il y a eu quelques mouvements. Je dis même si, mais en fait peut-être surtout parce que les mouvements n'ont pas été mauvais. J'en avais parlé déjà dans un épisode précédent, d'ailleurs c'était avec les Bulls. L'épisode des Bulls, j'avais parlé un petit peu des Sixers et de leur mouvement à l'été précédent. Vous avez percevé ici Bogdanovic, l'ancien du Jazz. Donc, dans la partie, il y a également Drew Holiday qui est venu depuis les Pelicans pour essayer de rendre un peu plus cohérent ce roster des Sixers. Alors, c'est nos vieux ennemis, hein, les Sixers avec les Bucks. Pour ces Chicago Bulls, il y a Mike Conley qui pique un ballon à D-Rose. Aïe aïe aïe, il faut pas nous faire ça D-Rose quand t'es sur le terrain, grand. Parce que sinon on va vraiment avoir du mal. Il faut que le meneur backup fasse le boulot. Hein. J'ai déjà donné quelques orientations, mais à l'épisode précédent, hein, où vous avez sûrement repéré, si vous avez vu l'épisode, que du côté des Bulls, je reviens sur ce qui fonctionne, hein, parce que on sait qu'est-ce qui fonctionne sur la base de cette équipe-là. Ce qui fonctionne déjà, c'est donner le scoring à Zach LaVine, d'accord. Ensuite, l'autre chose qui fonctionne magnifiquement, c'est de donner aussi pas mal de possibilités à Markkanen. Donc ça déjà, c'est les deux qui ont carte blanche. On a vu que d'ailleurs dans cette saison 3, dans la partie, Markkanen il a step up de manière assez considérable. À l'image ici de cette défense par exemple qui provoque même une faute de Embiid à l'intérieur, puisque je fais intervenir Markkanen en poste 5 assez fréquemment. Et ma foi, cette dissuasion, évidemment, n'est pas la dissuasion référence de la NBA, elle ne le sera jamais, mais c'est de moins en moins ridicule. C'est de moins en moins ridicule et honnêtement, Markkanen fait de belles séquences, y compris défensivement. Il y a encore l'histoire du rebond hein, qui doit encore être améliorée, mais honnêtement, il progresse. Il est à 87 d'overall à ce stade. Et puis autour, c'est l'histoire de choix. Soit on croit en Carter Junior comme je l'ai fait, et à ce moment-là, Carter Junior, joli Embiid, très bien. Pick and pop, là, faut se méfier quand même si Embiid n'a pas un énorme pourcentage de réussite, mais début de match quand même un peu à l'avantage des Sixers. Hein. Donc autour de ces joueurs majeurs, hein, des Bulls, toujours dans les, moi j'applique toujours les mêmes histoires. Là ici c'est une mismatch évidemment qui est provoquée. Le pick and roll d'un Markkanen fait des dégâts dès lors qu'on arrive super défense à provoquer la mismatch. Hein, évidemment, mismatch. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de la NBA, c'est quoi une mismatch? Il est pas énorme ce panier. Une mismatch, c'est en fait quand vous avez un joueur en gros qui est plus grand, qui va être face à l'intérieur de la raquette face à un joueur plus petit. Voilà. C'est l'exemple type de la mismatch. Mais on peut aussi imaginer une mismatch extérieure qui va être de quelle nature? Ça va être par exemple un petit, rapide, bon dribbleur, très bon premier pas, face à qui? Face à un grand qui bouge moins. Et ben là aussi, vous êtes sur une mismatch à exploiter. Donc finalement, tout le jeu, même sur NBA 2K, mais dans le basket en général, et il suffit d'observer la NBA, d'ailleurs dont je me réjouis du retour probable, en tout cas ça a été pressenti, il suffit d'observer les matchs pour se rendre compte après que, ben oui en fait, les équipes jouent sur les mismatchs, hein, comme on appelle ça,
Et tout le jeu d'une défense est d'essayer de concéder le moins de mismatch dérangeantes. Et c'est ce que j'essaie aussi de faire dans le jeu. Tout simplement. Allez, on est dans le match. Donc après c'est Cador, regardez-moi ça. Ah, Zach Lavine il est lâché. Il est lancé. Et quand Zach Lavine est chaud, ces Bulls sont injouables. Donc intéressant. Après attention, hein, Ben Simmons ça joue dedans. Hein. Il est très bon et Markkanen n'a pas vraiment les arguments pour stopper quand il est posté en 4 Simmons. Allez, ce panier était essentiel. Il permet de raccrocher. Ici derrière, le contre de Markkanen sur Embiid. Énorme Markkanen qui ne s'est pas laissé démonter face au géant camerounais. Zach Lavine, vous voyez, je le fais jouer en 3. Ça c'est un choix. Et ici, il est beau le retour de Carter hein, pour bien contrer. Il y a de la dissuasion, hein, cette fin de match. Il y a de la dissuasion, il y a du contre. Il y a de la contestation aussi. Bref, on est en train de montrer que défensivement, ces petits Bulls ne sont pas ridicules. Là, il y a un peu de chance, mais elle est où raté. Récupération de ballon, regardez le petit move. Hop là. Voilà, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir de la part de Markkanen. C'est ce type de panier qui permet encore une fois de repasser devant. Donc intensité assez forte. Hein. Premier match de cette série, mais intensité déjà très forte. Non, sans doute, sur cette fin de match. Hein. De toute façon, ça peut pas être autrement. Il y a forcément beaucoup d'intensité. Attention, est-ce que Jojo va le faire? Oui, magnifique. Le très très joli fadeaway de Jojo au poste. Allez, 35 secondes, on laisse la continuité. Chris Dunn. Alors Chris Dunn, c'est le cerveau. Hein. Chris Dunn, c'est le cerveau de cette équipe. Il est chargé tour à tour d'aller trouver ceci ou cela. Ici, ça va être un démarquage pour Zach Lavine qui va provoquer la faute. Oui. J'ai utilisé un floppy pour aller provoquer une faute sur le drive. Hein. Drive, course vers le cercle pour essayer d'aller marquer de près. J'ai utilisé un système en floppy, donc ça veut dire qu'en gros on pose des écrans et puis il y a quelqu'un qui va sortir des écrans pour aller chercher comme ça 2 points plutôt sur la ligne. On passe devant. Attention. Oh là 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 là, la défense calamiteuse sur Joe Holiday. Donc là, pour le coup, il reste 19 secondes, il va falloir s'appliquer. Mais de nouveau, on me donne la balle au cerveau, il n'y a pas de... On donne la balle au cerveau. Il a plusieurs options. Allez, Markkanen passe à terre possible. Il y a du mouvement qui va s'amorcer parce que j'ai appelé un écran. Ici, Dunn va y aller tout seul et résister et marquer au nez à la barbe de Ben Simmons, qui n'est pas non plus le moins bon défenseur de la Terre. Hein. Donc en plus, c'est valeureux. Et il faut défendre. Il faut défendre sur Jrue Holiday, c'est fait. Et les Bulls ainsi arrachent ce match 1 côté des Sixers, donc à l'extérieur, puisque les Sixers avaient un meilleur bilan. Voilà, donc sur les pièces qui entourent donc les joueurs que j'ai mentionnés jusque-là, donc Dunn, c'est le patron, il faut qu'il soit sur le terrain, pour ce qui me concerne, hein, bien sûr, chacun aura un avis là-dessus, mais à partir du moment où il est en bonne santé. Josh Hart, qu'on a rajouté à l'effectif, est pas mal. Hutchison a progressé, il est dans un rôle de 3&D également. On a Otto Porter Jr. qui honnêtement amène sa pierre à l'édifice, surtout on a l'absence de Thad Young, qui est blessé pour tous les playoffs, hein, toute cette saison, et Fichua, Thad Young, il s'est blessé à l'épisode précédent, et de ce fait, je décale Porter, en fait, Porter a le rôle de Thad Young en temps normal, hein. Voilà, et puis D-Rose, bon, il fait le mieux de ce qu'il peut, et puis j'ai aussi le petit Silla, que j'avais drafté au premier été de cette partie-là, c'est un espagnol, hein, d'origine africaine, Silla, qui, il est modeste, il est à 72, mais permet comme ça de prendre quelques petites minutes pour reposer les joueurs majeurs. Dans la foulée, je ne décide pas de jouer le match 1 des Kings du côté de Dallas, puisqu'il y a un gros choc à l'ouest, là, c'est incertain, hein, c'est ce Dallas contre Sacramento Kings, match 1 remporté par Dallas. J'ai pas mis tous les simcasts, parfois j'ai mis des screens en fait du score final, parce que je crois que le simcast en fait c'est un paramètre un poil stressant, je trouve. J'en mettrai à la fin, hein, parce que c'est quand même important des fois de voir l'évolution du score dans un match, mais je sais pas, je suis partagé en fait sur la manière de présenter les choses au montage, hein, en fait. Oh là 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 là, oh la déculottée subie par Minnesota au match 1 du côté de Denver, ça a fait très mal. Minnesota-Denver, c'est vraiment une série à regarder de près, hein, puisqu'elle oppose deux équipes que je contrôle, et c'est un drame puisque c'est la 3e année d'affilée que ces deux équipes-là s'affrontent. Égalisation des Sixers, on a vu. Et là, je me dis, ouais, ce serait peut-être le bon moment
quand même de jouer un match. Alors c'est vrai que Dallas sur le papier est plus fort que les Kings. Bon déjà parce qu'ils ont un joueur all-time déjà, le mec a 20 ans. C'est Luka Doncic, mais au-delà de ça, moi j'aime beaucoup la construction d'équipe autour de Doncic là dans cette partie. Elle correspond à peu près à des choses que je pourrais proposer avec les Mavs en fait si j'allais plus loin dans ma partie. Je dis pas que je vais pas le faire, hein, mais c'est juste que parfois je suis pris par plein de choses et j'ai pas toujours le temps de faire tout ce que j'aimerais, mais bon, je vais pas vous mentir, c'est moi qui l'ai faite. J'ai pris le contrôle des Mavs à l'été et j'ai essayé de renforcer cette équipe de la manière qui me semblait opportune. Donc c'est moi qui fais. Après j'ai libéré, j'ai lâché le contrôle et j'ai laissé les Mavs vivre leur vie, mais le roster c'est ma composition. J'aime bien l'idée de Hayward qui vient comme ça prendre un contrat modeste et compléter un roster qui est déjà blindé aussi au niveau de la masse salariale. J'aime bien l'idée de Steven Adams qui vient comme ça aussi apporter tout ce qu'il sait faire à l'intérieur pour laisser en fait Doncic et Porzingis en liberté totale en fait d'apporter tout ce qu'ils ont à apporter. Et puis il y a l'ajout en plus, c'est lié à la partie. Tiens, joli Fox hein, en contre-attaque. Bam, tiens, permet de recoller un peu au score. L'ajout dans la partie de R.J. Hampton, mais parce que les Mavs avaient fait une saison dégueulasse. C'est pas comme IRL ou à la draft. Alors là, la défense. Le moment de tristesse infinie sur cette no defense absolue. Bon, après, il y a d'autres moments où on teste un peu et c'est un peu plus propre. Et là, c'est Anunoby. Voilà, Anunoby, une pièce essentielle de mon équipe, là, des Kings. J'adore. Lui et DiVincenzo qui furent les derniers ajouts, en fait. Hein, ça date d'1 an en arrière, mais trade deadline est la précédente. Mais ouais, j'adore l'apport de ces deux, en fait. Et c'est pas fini, vous allez voir. C'est pas fini, il y a peut-être du bonheur à venir. Quoi qu'il en soit, ouais, pas mal, on prend l'avantage. En plus, c'est une faute très bête sur Bagley. Donc voilà, structure d'équipe aux Kings. Dans le Money Time, j'hésite un peu à parler d'autre chose que du match, mais un tout petit peu. Structure d'équipe aux Kings qui est quand même relativement small, si ce n'est le début et la toute fin où j'ai Bagley et Wiseman, rookie 2020, qui sont associés. Mais sinon, pour le reste, c'est assez small. Et l'idée, c'est volontaire. Hein, parce qu'en fait, je voulais favoriser. Alors ici, c'est une animation cafouillis là. Cafouillis à 48 partout, il reste 2 minutes et tout, c'est sa folie. 2 fois, je vais me faire gêner dans la transmission et tout, c'est un truc de fou. Et pour finir, regardez. Oh là là, Dallas qui fait ce qu'il ne fallait pas faire. Faute sur le shoot à 3 points de Buddy Hield. Ça, c'est vraiment le truc qu'il fallait éviter. Donc voilà, l'IA ne fait pas souvent faute à 3 points. Mais là, en l'occurrence, Buddy Hield l'a subi, a mis ses 2+1, 3 lancés. Et donc, ça permet de passer 3 points devant, ce qui n'est pas un luxe, parce que les Kings s'étaient fait recoller. Et là, je change de défenseur sur Anunoby. On sait jamais. L'IA a mal géré Doncic, parce qu'en fait, elle l'a fait sortir parce qu'il avait joué énormément. Bien joué pour Porzingis. Très bien joué, permet de recoller. Chaque possession est importante. De'Aaron Fox dans un grand jour. Il y a beaucoup à faire avec lui en pénétration, en appelant comme ça les écrans. Vous avez vu Eric Pascal, à qui je fais quelques minutes. C'était un coup tactique à la fin, là. J'ai rentré Pascal et aussi j'ai rentré DiVincenzo en défense par rapport à Buddy Hield. Ça me semblait un petit peu plus solide. Attention à Steven Adams et ses rebonds offensifs. Ça aurait pu nous coûter un panier qui aurait fait très très mal. Allez, DiVincenzo pour un petit alley-oop. Et oui, Pascal. Les deux qui n'étaient pas prévus pour la fin de match, que j'ai rajouté en fait en manuel là, au dernier moment parce que j'avais envie de changer. Il y a quelque chose que je sentais pas. Ont été décisifs. Bien joué Adams qui récupère et qui remet dedans. Allez, pression sur les dernières secondes de ce match. Ça m'embêterait de me faire emmener en prolongation alors que je suis à +3 et j'ai la possession du ballon. Ce serait quand même un petit peu embêtant. DiVincenzo va essayer de construire quelque chose. Et oh là là, dommage. C'était pas mal pour Wiseman, mais non. Du coup, il va falloir travailler en défense. Oh là là, Hayward dans un boulevard. Il a mal été défendu pourtant Anunoby est un bon défenseur. Et là, oui, on va jouer évidemment. On va jouer les lancers francs, hein, puisque on sait qu'il y a moins de 24 secondes. Il y a fait faute.
et Fox met dedans, on est à plus 3. Donc en gros, rien n'a changé par rapport à la possession précédente de Dallas. Et il va falloir qu'ils se décident un jour à shooter à 3 points. Attention, défense de Anunoby sur Doncic. Vous voyez quand même, ça n'a pas servi à rien. Ça n'a pas servi à rien. Pourquoi il pénètre? Pourquoi il tente pas un petit step side bon, bizarre que Doncic n'aille pas chercher les 3 points, il est capable de les mettre en fait sur la bouche du défenseur. Et voilà, ce sera un peu décisif ce choix de Luka, ce choix de Lia via Luka sera décisif en l'occurrence. Victoire des Kings qui viennent égaliser comme ça hein, partout. Donc l'équipe des Kings elle est bâtie autour de deux intérieurs assez solides mais qui après se relaient pendant le match. Ils jouent tous les deux postes 5 alternativement sur la majeure partie du match, c'est-à-dire le gros milieu d'une rencontre et dans ma rotation avancée. Et puis autour, voilà, j'ai Barnes ou Anunoby qui viennent comme ça compléter au poste 4. J'ai fait ce pari-là, en fait, voilà. De relatif small ball avec des mecs de 2m03, 2m01 qui viennent jouer face à des grands. Après, ça offre des opportunités en contre-attaque. Et puis surtout, défensivement, ça m'apporte aussi pas mal sur les extérieurs. J'encaisse très peu de shoot à 3 points. Bon, on défend, c'est des choix, en fait. Hein. Faut choisir son poison au basket. Hein. Est-ce que tu veux mourir par le shoot à 3 points de Doncic ou est-ce que tu préfères le verrouiller, Doncic et les autres, hein, ou Hayward, etc., ou Porzingis, ou est-ce que tu préfères par exemple que ces gens-là soient obligés d'aller driver et à l'intérieur tu as quand même quelqu'un qui est dissuasif. C'est des choix, hein. Chacun doit choisir ce qu'il aime à ce niveau-là. Denver qui double la mise face à Minnesota alors que les Knicks s'étaient fait égaliser. On est au match 3 de la série Sixers-Bulls. Un avantage pris par les Sixers à ce stade-là, et en plus c'était du côté de Chicago, donc ils récupèrent l'avantage du terrain. Match 3 également dans la série qu'on venait de voir à l'instant. Explosion de Dallas par Sacramento, énorme. Sacramento qui prend l'avantage 2-1 à ce stade. Les Knicks, c'est par ordre alphabétique, hein. Les Knicks ça commence par K, donc c'est juste après les Kings qui font KI. Ok, 103-102, match arraché par les Knicks qui aussi récupèrent l'avantage du terrain du côté de Washington. Pas mal, hein. Tout ça est serré. Mais on peut observer quand même, alors qu'on voit que les Wolves reviennent, on peut observer quand même un phénomène incroyable à l'ouest, c'est la manière dont Memphis, respectivement, et Houston sont en train de taper Clippers et Lakers, qui pour moi étaient les deux grands favoris à l'ouest de ces playoffs. 3-0 dans les deux séries. À ce stade-là, c'est une purge pour les deux équipes de LA. C'est incroyable, hein. Franchement incroyable. Tiens, Kings qui commence ouais, d'accord, hein, 3-1. 3-1, c'est plus que sérieux. Hein. Et les Lakers qui se sont fait balayer 4-0 contre Houston. Bon, ok. Je rappelle, c'est un Houston sans Westbrook. Hein. On sera amené à le voir un peu plus loin. New York qui... finalement, New York souffre. Hein. Les Knicks souffrent face à cette équipe de Washington. Elle est un peu excitante quand même, cette équipe de Washington, elle est pas mal. On en reparlera peut-être un peu plus loin. Oui, on en reparlera, c'est prévu. Égalisation des Wolves. Et il y a pas mal de séries à égalité. Et puis il y a aussi des surprises. Hein. Grosse surprise, plus 5 fois 2-2. Les Bulls viennent prendre le 5e match en simu face aux Sixers. Dites-moi, c'est costaud tout ça. C'est costaud, Memphis a assuré sa qualif, donc les deux équipes de LA sont dehors, et le match ici des Kings qui sortent les Mavs, énorme, 4-1 en plus, c'est très autoritaire, victoire des Kings et élimination des Mavs. Alors je suis super quand même surpris parce que je sais que cette équipe de Dallas manquait un poil de qualité athlétique globale pour rivaliser par exemple avec la qualité athlétique des Kings, mais à ce point-là, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Après, ne tirons jamais trop de conclusions d'une simulation sur Touquet, parce que si vous rechargez et vous resimulez, autant vous avez un résultat opposé. Hein. Donc, pas non plus tirer de plan sur la comète, mais en tout cas, voilà, on a assisté à ça. Denver également, qui a l'avantage, Chicago aussi, New York. Donc, allez, on est un peu en balotage favorable sur les séries, mais c'est loin d'être fini. Hein. Oh, la égalisation des Sixers. Il y aura un match 7 entre Chicago et Philadelphie. Donc pas mal. Ensuite, New York, qui doit conclure, se fait taper.
New York est emmené au match 7. Je vais vous le proposer dans quelques instants, le match 7. Et puis, surtout, on peut se demander ce qui va se demander à l'ouest, là. Qu'est-ce qui va se passer dans cette série entre Wolves et... est-ce que ça va aller au 7 ou pas? Eh ben ouais, ça va au 7. Donc déjà, grosse perf des Wolves qui font meilleure figure que l'année précédente. Et aussi l'année d'avant. Donc Wolves en progression, Denver point d'interrogation, hein, on jugera à la fin. Et puis là, pression max, je simule, je ne joue pas. Je ne joue pas ce match, il va être arraché, regardez comment. Il est arraché en prolongation par les Bulls. Qualification des Bulls face à Sixers faisait peur, hein. C'est une très bonne équipe pour éventuellement même la finale NBA, hein. Et là ils se font sortir par Chicago, c'est énorme. Miami en train de se faire bousculer par Orlando, mais là, ce que je vous propose, c'est regardez l'équipe de Washington, elle est sympa parce que elle a quelque chose de, allez on va dire de nouvelle ère quoi. On sait que Bradley Beal était parti depuis longtemps du côté des Nuggets, qui avait monté un trade. On sait que John Wall est aux Lakers, hein, est allé rejoindre LeBron James dans cette partie. Du coup, c'est des Washington Wizards qui sont assez new look. Alors désolé pour la petite séquence de lag là. Dites-vous qu'à jouer pour moi c'est encore plus relou. Par moment je me prends du lag, je sais pas trop pourquoi, je crois qu'il est peut-être temps de changer d'ordinateur. En tout cas, à l'intérieur de la raquette, Mitchell Robinson, eh bien ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Et pour parler des Wizards, qui sont quand même une équipe pour le coup que je trouve assez sympa, ce qui est à noter, c'est que les quelques shooters ou trublions de type, on a aperçu Bertans, là ici aussi Malik Beasley, ces mecs-là jouent un vrai rôle, mais le maestro, le chef quoi, de cette équipe, c'est déjà Cole Anthony. Et c'est là que toute la logique du départ de John Wall s'inscrit. Parce qu'en fait, c'est du moment où les Wizards prennent Cole Anthony, c'est qu'ils ont envie dans cette partie, hein, évidemment, de construire autrement, hein, au poste de meneur. Donc ici, voilà, on assiste par exemple à une bonne défense pour une prise d'avantage, hein, relative là dans ce troisième quart-temps. C'est même d'ailleurs beaucoup de joueurs de banc, hein, de New York qui font cette diff. Les Wizards ont eu le mérite de résister un certain temps. Regardez, hop là, fade away à 7 mètres, genre je me moque de R.J. Barrett, vraiment énorme. Voilà, donc derrière ça sur le coup. Et voilà, c'était dommage pour ces Wizards, mais un peu prévisible. Mais Knicks quand même qui doivent aller en 7 pour taper les Wizards. Moi c'est un peu limite flippant quand même. Pour la suite, on sait pas trop ce que ça peut donner. Non pas que l'équipe soit à mépriser, mais les Knicks champions en titre doivent quand même proposer autre chose qu'une qualif en 7, quoi, je trouve, à ce stade. Bon, on va surtout juger après, hein, parce que au final, des fois, un adversaire peut donner beaucoup de mal, et au final, l'équipe n'en est pas pour autant moins bien armée pour aller plus loin. Vous voyez, en fait, ça a été beaucoup autour d'un face-à-face Cole Anthony, R.J. Barrett qui fait un match sublime en attaque, hein. Barrett, il est vraiment fort. Ça fait plaisir. C'est sa 3e année et honnêtement, ouais, il a une vraie, il a un vrai impact. Après, Cole Anthony, moi, je vous avoue, je suis assez fan. Je suis assez fan du joueur. J'ai hâte de le voir IRL pour être franc. Enfin, faudrait qu'on ait du basket un jour, mais a priori, c'est plutôt pas si mal parti. Faut pas te dire trop fort. Minnesota qui joue aussi un match décisif du côté de Denver. Là aussi, celui-là, il fallait le proposer, hein, c'est important, hein. Match entre deux équipes là, deux de mes équipes entre guillemets. Il y a le all-in, hein, des Denver Nuggets. Vous vous demandez un petit peu ce que ça peut donner. Le all-in, puisque certains joueurs n'ont prolongé que pour une saison. Les seuls qui sont à contrat à longue durée, c'est Jamal Murray et Niko Jokic. Bon, il y a aussi Bol Bol, mais voilà, pour ce qui est vraiment des joueurs majeurs. Parce que Bol Bol, en fait, il est arrivé très fort au bout d'un an. Et depuis, il a été un peu blessé, hein, me direz-vous, mais il était un peu blessé, ce qui fait que il a un peu plus de difficulté en fait à progresser. Peut-être qu'en fait, il a tout simplement atteint son plafond, hein. C'est possible, hein.
c'est possible aussi. En NBA, vous avez des joueurs qui atteignent pas leur plafond, forcément tous au même moment. Hein. Et ici, bam, le contre de John Isaacs sur Taurean Prince. Taurean Prince qui a été notre dernière trouvaille en fait, transférée depuis les Spurs, qui avaient préféré prendre Nico Batum en échange pour essayer de toucher leur poste 3. Un joueur expérimenté, ça peut se défendre. Après moi, je trouvais pas qu'il y avait un illogisme à ce trade. Et ici en fait, ce qui va être intéressant, c'est Jalen Noel. Donc mon équipe des Wolves, elle est assez proche en définitive. Bon, quelques retouches, mais elle est assez proche des Wolves début de saison IRL 2019-2020. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des joueurs, moi je les ai conservés. J'ai conservé parce que j'aimais bien l'idée d'essayer de les développer. Alors, pour certains, c'est plus dur que pour d'autres. Genre Bates Diop, il s'est pris tellement de blessures dans la figure que c'est très délicat. Moi, par exemple, j'ai gardé Shabazz Napier. C'est très très jolie claquette, discrète mais efficace de Sharif O'Neal. Donc, voilà, ce petit Jalen Noel aussi, voilà, mais il fait partie de la rotation. C'est parce que aussi Napier est blessé, mais en fait, il prouve qu'il est largement au niveau pour faire partie de cette équipe. Ah là là. Par contre là, on a peut-être un peu trop tourné autour du pot. Il faut des fois être plus efficace. Oh là là, la contestation derrière faute sur Bol, mais voilà, ça donne un certain esprit de la rencontre qui est dominé pour le moment par Minnesota. Arrive à étouffer en fait ces Nuggets. Je vous avoue, j'ai joué chaque possession comme si c'était la dernière. Je me suis appliqué pour essayer de faire le boulot. Hein. Et à image, par exemple, d'actions totalement acharnées comme celle-ci. Ouais, par exemple, Gorgui Deng. Bah voilà, j'ai conservé. Il joue là comme ça, 12-15 minutes, au poste 5. Et honnêtement, pour la prise de rebond et pour la dissuasion, il fait déjà totalement le boulot. Hein. Ici c'est pareil, Culver a bien progressé. Hein. C'est vraiment la troisième force de cette équipe avec Towns et Russell à ce stade-là. Donc, pas une équipe ridicule, hein. On voit quand même Bradley Beal qui essaie de relever la tête. Pas une équipe ridicule du tout, hein. C'est Wolves, interception. Ah là là, Lian ne prend pas assez soin du ballon. Et bam, derrière c'est Andrew Wiggins qui conclut en contre-attaque. Il y a une dizaine de points là comme ça à l'amorce du quatrième quart-temps. Honnêtement, voilà, on voit ici de gros duels avec Towns. Hein. Les duels Towns-Jokic sont assez costauds. Jokic va permettre de tomber sous la barre des 10, mais quand même voilà. On aborde le dernier quart avec une belle avance côté Minnesota. Il va juste falloir faire en sorte de ne pas la foirer, quoi. Mais a priori, il y a quelque chose de faisable. Surtout quand Jalen Noel, toujours lui, marque des paniers comme ça très très importants. Il reste un peu plus de 3 minutes, 9 points. Ça peut encore être perdu, hein. Ça peut encore se perdre à ce stade-là. Faut que, voilà, si D'Angelo nous plante ce type de panier, ça devrait le faire. Après, voilà, du bon Bradley Beal qui permet de recoller quand même. Bradley Beal aura été vraiment le joueur qui, comme ça, permet, joli, à Isaac, très très joli, passer sous le cercle. Et voilà, ça revient à -6, hein, tout de suite. On rigole un peu moins, hein, c'est plus délicat. Et ici, bah écoutez, moi en fin de match, quand ça commence à être chaud, faut peut-être donner la balle un peu plus à Karl Anthony Towns, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc à partir de là, même si, bravo Jamal Murray, ici je tente le pull-up, mais sortie d'écran, non. -5, hein, attention, c'est chaud, attention à Bol. Wouhou. Non. Bol qui ramène à 3 points les Nuggets. En fait, cette fin de match n'est pas du tout réglée. Hein. Y a encore fort à faire. Allez, Culver en Bolendler, pas mal hein, qu'il est également. J'ai Okogie aussi qui termine les matchs du côté de ces Wolves. Alors le pick and pop n'a pas été suivi par la défense. Et c'est Karl Anthony Towns qui vient comme ça planter la banderille sur ces Nuggets à 3 points. Allez, c'est pas encore forcément terminé. Parce que ils peuvent avoir encore 2 possessions si je gère pas comme il faut. Ouais, ça revient à 4 points. Il y a 40 secondes. Mécaniquement, ils doivent faire faute. Ils choisissent plutôt... Voilà, il faut faute, ok. C'est logique. Il reste 38 secondes. Et là, ils choisissent le press tout terrain. Regardez, gros précis. Du coup, je me dis, oh là là, tu prends pas de risque. Il restait plus qu'un temps mort. Mais on le prend quand même. Et là, il va juste falloir donner du mouvement un peu à D'Angelo pour qu'il s'extirpe de la prise à 2 et puisse ressortir la balle. Et là, ils ne font pas faute. Donc je vais aller le plus loin possible sur l'horloge. Hein, ce qui est logique. Balle à
Karl Anthony Towns qui va amorcer, voilà, le petit spin move pour aller ensuite au cercle, parce qu'il a un avantage physique, athlétique dirais-je, hein, sur Jokic. 6 points d'écart. Est-ce que les Nuggets ont encore quelque chose dans le ventre? Bon bah c'est peut-être pas d'ici que Bradley Beal va mettre le panier, c'est quand même un mauvais choix. Et derrière, on envoie Karl Anthony Towns sur la ligne, et voilà, c'est fait. Donc après 2 années de gros malheur face à ces Nuggets, on a donc la revanche des Wolves sur ce premier tour. Alors c'est à double tranchant, parce que c'est sympa pour les Timberwolves, et j'ai fait aussi en sorte de jouer avec eux. J'avais envie d'essayer de donner le meilleur. Hein. Ça veut pas dire que je pouvais pas perdre aussi pour autant si les Denver faisaient un énorme match. Hein. Et puis après, du côté des Nuggets, c'est un échec retentissant. Dernière année, coup de poker, dernière année du Big Three, et ben ça se finit tellement mal que là, ça sent l'explosion généralisée du côté de Denver, explosion en vue, explosion du roster, bref, on peut imaginer pas mal de choses là. Ça peut être totalement bouleversé suite à 3 années comme celle-ci, du gros Jalen Noel, on l'a vu, Karl Anthony Towns solide, et en face vraiment Bradley Beal. Bradley Beal qui en plus est en fin de contrat, hein. Donc là, plus que jamais, se pose la question de la future destination de Bradley Beal à l'été 2022. Donc pas évident tout ça. Jamal Murray passe un peu à travers, hein, faut être franc. Même Jokic aussi, il passe complètement à côté. Bon, après nous on a quelques joueurs aussi qui ont été en difficulté, mais voilà, il y a quand même un apport de points de certains qui fait que ça passe. Et donc au final, c'est quand même un drôle de premier tour, puisqu'il y a eu 7 upsets sur 8 confrontations. Et là, on hallucine, quoi. Hein. 7 sur 8, c'est quand même du jamais vu. Après, c'était des scores serrés pour certains, mais pas du tout serrés pour d'autres. Hein. Je pense aux Lakers, aux Clippers, qui se sont fait bananer assez facilement. Donc on enchaîne avec les demi-finales de conférence. Knicks prennent l'avantage, Houston également. Pratique maintenant, il y a une équipe que je contrôle dans chaque demi-finale de conf. Ouh là là, les Memphis Grizzlies qui mettent une tôle aux Kings d'entrée dans cette série aussi de l'Ouest. Par contre, il y en a une qui s'annonce un peu plus tranquille a priori, parce que Orlando a arraché une 8e place, mais n'est peut-être pas en mesure de lutter avec les Bulls. Hein. Donc la vraie surprise, c'est qu'Orlando est sorti de Miami. Hein. Et puis retour, regardez, je vous parlais de la blessure de Napier qui avait fait que Noel récupérait du temps de jeu. Ben, je vais un peu répartir parce que je pense que Napier a quand même un rôle à jouer. Ou pas en fait, hein, ça se trouve, j'aurais dû laisser Noel. Hein. Ça, c'est la suite qui nous le dira, mais a priori, quand même, Napier est un bon joueur. Moi, je crois beaucoup en lui. Voilà, ça se voit pas trop contre Houston. Hein. 2-0 déjà. Ah, le 2-0 en NBA, ils sont pas toujours très bons parce que quand une équipe mène 2-0 dans une série, c'est quand même assez fréquent qu'elle se qualifie. Hein, donc voilà. Tiens, même chose du côté de New York qui mène 2-0 face aux Bucks. Après, la statistique est faite pour être démentie aussi. Hein. On s'attend à quelque chose, en fait, ça peut changer totalement. Un partout, les Kings ont égalisé et les Bulls prennent l'avantage 2-0 avec un festival de Zach LaVine. Zach LaVine, superstar hein, dans cette série face au Magic. Il n'y a personne qui peut défendre sur lui côté Orlando. Orlando, qui est une équipe un peu en reconstruction, hein, autour de Porter Junior notamment, Bamba et Fultz, mais qui est intéressante, mais qui, à mon sens, voilà, n'a pas les armes à ce stade-là. Oh là là, ça par contre, c'est inquiétant. 3-0 pour Houston contre Minnesota. Ça sent le roussi du côté des Wolves. Ça sent le sweep, pour être précis. Tiens, réduction du score ici des Bucks face aux Knicks. On continue avec la série Sacramento contre Memphis. Qui va prendre l'avantage? Tiens, c'est les Kings, au terme d'un match serré, qui prennent l'avantage. Ils reprennent donc leur avantage initial du terrain, puisqu'ils se terminaient un petit peu devant les Grizzlies. Les Bulls qui mènent 3-0, on n'est pas surpris vu ce que je vous disais juste avant. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Minnesota va être en capacité d'arracher au moins une victoire? Oui, quand même, ouf. Reviennent à 1-3
C'était quand même à souhaiter pour l'honneur au minimum. Du côté ensuite de New York, le match 4, il est perdu. Et en fait, regardez, bien plus que cela. Bien plus que ça, c'est une véritable breaking news. Breaking news que cette blessure de Randle, en fait, elle est catastrophique pour le roster des Knicks. Je suis obligé de mettre les types qui sont les moins mauvais potentiellement face à Giannis, mais ça reste quand même déficitaire. Autant Randle, il avait quelque chose de physique à apporter face à Antetokounmpo, autant on risque de se faire manger tout cru. C'était pile le joueur qu'il fallait pas perdre. En fait, Julius Randle. J'avais étudié l'option Knox, mais Knox ne tient pas physiquement face à Antetokounmpo. Il y avait vraiment que Randle qui pouvait lui opposer quelque chose. On voit que les Kings sont on fire de l'autre côté là. Ils mènent 3-1 face aux Grizzlies. Ça sent les finales de conf pour Sacramento et les Bulls devraient se qualifier face au Magic. Donc bon, une qualification sans vraiment être surpris. Match 5, Houston. Donc, tiens, ça revient là pour Minnesota. Ça revient à 2-3. Et si l'exploit était en marche? En tout cas, du côté de New York, l'exploit, ce serait encore pire. Battre Giannis sans avoir de Giannis stopper, comme j'aime bien l'appeler. C'est franchement pas gagné. Bucks mènent 3-2. Et les Kings, peut-être peuvent finir le boulot. Oui, ça va être chose faite sur un match très serré, arraché sur la toute fin. Kings en finale de conf à l'ouest, ça c'est une belle cote. Dans mes pronos là, de l'épisode précédent à la fin, jamais j'aurais cru un truc pareil. Donc incroyable issue pour cette première partie de tableau de l'Ouest. Élimination au 6e match pour Minnesota. Donc la finale à l'Ouest opposera les Kings aux Rockets. Rockets, vous verrez, je vous montrerai, ils sont plutôt intéressants. En tout cas, la construction d'équipe, elle mérite d'être commentée au minimum. Et il n'y aura pas de miracle du côté de New York qui échoue donc en demi-finale de conf en cette année de playoff 2022 face aux Bucks, 4-2, rien à dire, absolument rien à dire. Antetokounmpo aura marché sur cette série sans qu'il y ait quoi que ce soit à signaler d'autre. Blessure de Randle, terminé. Donc c'est bien aussi de voir l'importance d'un joueur. C'est parfois quand quelqu'un n'est pas là qu'on mesure à quel point il est essentiel. Du côté ensuite de l'Ouest, ça prend l'avantage 1-0, alors que les Bulls aussi avaient arraché le premier match contre Milwaukee. Égalisation de Milwaukee. On va se faire du ping-pong là. Gauche, droite, gauche, droite. Sacramento, Houston, 2-0 pour Sacramento. Ouais, mais les deux matchs avaient lieu à Sacramento, hein, donc il n'y a pas non plus exploit absolu, mais c'est quand même bien de les avoir pris les deux. Les Milwaukee Bucks qui prennent l'avantage dans la série face aux Bulls, 2-1. Et du côté de Sacramento, regardez. Oh là 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 là. Une espèce d'explosion des Rockets, 3-0. Mais est-ce que ça sentirait pas les finales NBA, tout simplement, pour ces Kings? Décidément bien surprenant. Du côté de Chicago, là j'ai mis le simcast parce que la progression de score est intéressante, d'autant plus regardez, ce match est arraché d'1 point en simulation. Les Bulls donc récupèrent l'avantage du terrain, mais qu'est-ce que c'est tendu cette histoire-là. Et puis, bon, je me suis laissé tenter, je me suis dit, des fois que ce soit le dernier, ce serait dommage de ne pas avoir pu parler un peu de Houston. Et regardez, il y a une particularité, hein, c'est que Westbrook avait été au final échangé dans un trade totalement dingue à la Daryl Morey, virtuellement. Houston avait échangé Westbrook du côté de Detroit, hein, vous en souvenez, j'en ai parlé une fois dans mon épisode 1 des Pistons, j'avais montré ce qui s'était passé dans d'autres parties. Et en l'occurrence, je vais mettre Fox sur James Harden pour essayer de le limiter au niveau des extérieurs. Au niveau de la pénétration, ça sera peut-être dommageable. Mais là, je compte sur Wiseman pour boucher les trous. Mais pour l'extérieur, au moins, pour boucher sur l'extérieur, Fox va faire de l'excellent boulot. Donc, intéressant de voir ces Kings. On parlera du reste après. Mais en tout cas, regardez le début du match. J'ai quasiment pas fait de coupure au montage. Je dis quasiment, parce que j'ai peut-être quand même fait une ou deux coupures. Mais sur le début de match des Kings, j'ai envie de dire, ça joue comme dans un rêve.
ça joue exactement comme dans un rêve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'appeler le moindre système. La seule chose qu'il y a à faire, c'est laisser les joueurs décider quasiment de ce qu'ils vont faire. À l'image ici, pam, le petit pull-up en contre-attaque de Buddy Hield derrière une grosse défense. Et vas-y, 5-0. C'est pas fini, hein. Il y a comme ça un joli début de match. Blake Griffin, donc. Ouais, ça peut être pas mal au final, hein, Griffin. Parce que offensivement, c'est quelqu'un qui a une palette assez élargie. Hein. Donc moi, je trouve pas ça idiot au final. La construction ici des Rockets. En plus, c'est du Rockets avec Capella, hein, donc on est loin de la réalité, hein, parce que Capella, c'est terminé à jamais. Hein. Et regardez, voilà, quand je disais il n'y a pas besoin d'appeler quoi que ce soit, hop, on appelle juste ce qui est suggéré. Voilà, balle à Bagley. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On joue la mismatch. On joue évidemment la différence de taille sur Harden. Bam, le fade away. Et tout ça en fait se passe de manière hyper fluide, très calmement. Houston n'arrive pas réellement à marquer pour le moment, hein. Bien sûr qu'ils marqueront à un moment donné, mais ils sont bien pris défensivement par ces Kings bien en place, et ça explose en attaque derrière, et quand ça n'explose pas, c'est pas grave, regardez, on reconstruit, alors là on va appeler quand même un floppy pour Buddy Hield, faut quand même exploiter les capacités de shoot à 3 points de l'ami, hein. L'ami Hield, tac, ça rentre, bam, 10-0. Et donc c'est comme ça qu'en fait, sur très peu, sur une moitié de quart-temps, avantage de 10 points pour ces Kings. Alors, peut-être que le match peut s'avérer plus serré ensuite, hein, mais au moins déjà il y a cet avantage, et cet avantage il est conséquent. Quand vous prenez comme ça 10 points d'avance en premier quart-temps, ça augure pas mal de la suite. Alors après, voilà, il y a quand même du monde. Vous voyez Austin Rivers, il sort du banc, qui a fait une jolie pénétration. Toujours Wiseman en mode je stoppe tout ce qui se présente, hein, encore une fois ici sur Capella. Donc Wiseman, bon, énorme bonhomme, hein. C'est peut-être dans mes équipes, les 5 confondus, Wiseman est peut-être celui qui casse le plus la baraque en ces playoffs 2022. Il est dans sa 2e année seulement, hein, il s'en faut mort, 2e année NBA, et là pour le coup Wiseman, il a pris une dimension, malgré un overall modeste, hein, il a pris une dimension incroyable. Après attention, hein, Houston, c'est costaud, et puis il y a ce bonhomme là, le petit barbu là, hein, qui toujours en capacité de sortir des exploits. Regardez ici, ça va être un joli, hop là, shoot, pam, et puis c'est perfect à chaque fois, hein, il y a que du vert, hein. On voit que du vert autour du joueur au moment où il lâche la balle. 28-24. Vous voyez, il fallait le prendre cet avantage de début parce que mine de rien, c'est pas facile. Ici, joli. De'Aaron Fox qui est vraiment une arme majeure, hein. Ouais, j'ai pas inventé l'eau tiède en disant ça, mais une arme majeure de cette équipe. Joli alley pour Clint Capella. Buddy Hield qui continue à mettre des petits shoots par-ci par-là, là. Tout va bien, il fait le boulot, Buddy. Et voilà, on va pas se gêner aussi pour responsabiliser James. Vous voyez, voilà, c'est le type de joueur dont je suis très satisfait. C'est comme Noel à Minnesota, ce petit Justin James aux Kings. C'est des joueurs qui étaient un peu nuls au début du jeu et qui, au bout de 3 ans, peuvent avoir un vrai rôle dans une rotation. J'adore cet aspect-là du jeu. Bon, voilà, si vous regardez une vidéo, voilà, hop là, on a fait sauter. Si vous regardez une vidéo de moi pour la première fois, vous le savez pas, mais sinon, vous le savez tous. Vous savez tous qu'en fait, j'adore développer les joueurs, et c'est un peu pour ça que je joue à des jeux de stratégie et de management. Même si ici, il y a une part de gameplay, hein, qui est intéressante aussi dans 2K, mais le développement de jeunes joueurs, c'est un peu mon dada, j'adore ça, et j'aime bien faire confiance à des types qui ne payent pas de mine et qui peut-être ne joueraient pas ou seraient délaissés ou capoteraient totalement, leur carrière tomberait assez rapidement, et en fait ces types-là ont une vraie chance et peuvent jouer des rôles majeurs. On est devant en 4e quart-temps, on a repris comme ça un peu d'avance sur l'adresse, sur les performances de Wiseman notamment. Regardez, bam, la palette elle est large, hein. Intérieur, mi-distance, extérieur, il y a tout, dissuasion.
a tout ce qu'il faut. James vient comme ça dire no way à un retour de Houston. Attention, faut quand même se méfier. James Harden est toujours capable de mettre une série de shoots. Toujours se méfier de ce garçon. Ouais, mais là, ça craque complètement. J'avais bloqué l'accès au cercle de Capella et le alley-oop a quand même été retenu par l'IA. C'est un bug majeur puisque il n'était pas en capacité de faire vraiment un alley-oop. Et comme une cerise sur le gâteau, après le contre, Wiseman vient pour le dunk sur la jolie passe de Buddy. Donc ça rigole du côté des Kings, ça rigole avec un bon Harrison Barnes également. Enfin, tout le monde est là, il n'y a pas de problème, ils sont tous au rendez-vous. Et les Kings sweep les Rockets pour se qualifier en finale NBA. Alors, ces Kings avaient quand même montré le bout de leur nez l'année précédente, mais étaient tombés au premier tour face à des Warriors de très bonne facture. Mais là, 8 sur 14 à 3 points, pas l'adresse de l'espace, quoi. L'adresse de l'espace, au-dessus des 50% pour ces Kings. Je vous l'ai dit, un gros Harrison Barnes, très complet. Dans le rôle comme ça, poste 3-4, on a retrouvé le Harrison Barnes qu'on connaissait à un moment donné. Ce fut assez bref, mais du côté des Warriors lors du titre, où Harrison Barnes, avant que Kevin Durant vienne du côté des Golden State Warriors. Donc vraiment, du bonheur à jouer. C'est pas souvent que un match et une série en l'occurrence se passe de manière aussi sympathique au sens elle devient presque facile tellement il y a comme ça une supériorité. Mis à part Harden, personne n'a réellement été en capacité de mettre en danger ces Kings côté Houston. Satisfaction, 17 contres en extrapolé, donc le Wiseman qui prend le triple-double par les contres, hein, c'est comme la quinte flush par les... Je dis n'importe quoi. Chicago, par contre, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il était serré celui-là. Pour mener 3-2 contre Milwaukee, ça sentirait presque la qualif du côté de Chicago. Attention, oui, peut-être, non. On va avancer tout doucement et rentrer en jeu quand même, histoire de kiffer si on se qualifie ou de savoir pourquoi on aura échoué si c'est pas le cas. Regardez, cette action je l'ai sélectionnée, elle est assez symptomatique des Bulls. Il y a Papa qui gère le ballon là, Papa Dunn. Derrière, Porter qui vient en relais. On donne la balle à Markkanen. Et qu'est-ce qui va se passer? Notre ami Carter Jr. qui va comme ça aller dans le corner pour un shoot majestueux à 3 points. Et oui, parce que Carter Jr. a un shoot à 3 points. Alors, celui de Yanis, en revanche, n'est pas tout à fait dans un bon jour. Et ça va être une qualif pour les Bulls, bien sûr. Et regardez le petit plaisir. Jokes qui fait la passe pour D-Rose. On aperçoit aussi le crâne de Taj Gibson. Ça a des petits relents de Bulls 2011 là. Hein. De voir Noah, Gibson, D-Rose sous le même maillot des Bulls. En playoff en plus. Ouais, c'est une jolie revanche sur l'histoire. Parce qu'on sait que cette équipe avait eu relativement du malheur à certains moments de son existence avant qu'elle explose. Donc, qualification des Bulls. Voilà. Et puis, joli pourcentage au passage. Simulé par l'IA. Joli pourcentage à 3 points. Donc, c'est marrant parce que si vous avez souvenir, en régulière, les Bulls étaient une des pires équipes. En tout cas, elles n'étaient pas top dans l'adresse extérieure, dans l'adresse générale. Et là, ils font un match de l'espace en simu. Donc, oui, ça prouve toujours la vérité d'un jour n'est pas la vérité générale. Hein. Et il y a comme ça des exploits qui peuvent se produire. Ah tiens, en finale, donc, les Bulls prennent le premier match. Je suis assez surpris. Parce que je pensais les Kings en capacité. Oh là là, c'est pas bon ça. Bagley qui se blesse. Je maintiens, hein. On est en finale NBA, hein. On joue blessé. Hein. On joue blessé, il n'y a pas à tortiller. Oh là 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 là, la deuxième trempe mise par les Bulls qui écrase sur les deux premiers matchs, c'est un écrasement total. Hein. Des Kings, évidemment les Bulls sont vraiment au-dessus et là, nouvelle blessure par-dessus l'autre pour Marvin Bagley. Et là du coup je découvre aussi que De'Aaron Fox est aussi blessé. Ah, on me l'avait caché ça, hyperextension épaule, saison. Moins 10 de malus. On a Bagley aussi qui a une douleur au pied, peu importe, mais en tout cas, il a surtout aussi un sacré malus.
moins 8. Et du coup, je me décide, bon, ok, on va tenter un coup. On va mettre DiVincenzo, on va mettre Pascal en 4. Eric Pascal est fort, hein. Et le petit Kyra Lewis, alors lui c'est un rookie 2020 aussi, deuxième tour je crois, ou fin de premier, je sais plus. En tout cas il était pour le coup assez improbable, mais il a bien travaillé. Toujours ce type de joueur qui évolue, mine de rien, parce qu'on le conserve et qu'on le fait bosser à l'entraînement. Et il va avoir sa chance. Il va avoir sa chance, et je vais même jouer ce match du côté de Chicago pour essayer quand même de donner une chance aux Kings de revenir dans cette finale. C'est pas que j'ai choisi mon camp et que je me suis, vous voyez le rappel des blessés, je me suis pas mis là subrepticement à tenir pour les Kings, à vouloir faire gagner une équipe. Je m'en fous en fait. Je m'en fiche de qui, il y a ce ici là qu'on a aperçu. Je me fiche de qui va gagner ou pas. C'est juste que pour l'intérêt de la finale, il serait peut-être bon d'essayer d'aller proposer quelque chose de cohérent du côté de Chicago sur le match 3 pour éviter le sweep, par exemple. Voilà, pour éviter, hein, je sais pas si ça va marcher. Essayez en tout cas. On compte donc énormément sur Wiseman. Vous avez vu, j'ai donné pas mal de minutes à DiVincenzo. 36 minutes, il prend les 36 minutes de Fox. C'est une grosse responsabilité. Mais DiVincenzo en est capable, même si là ça dévisse le shoot. Mais honnêtement, je crois beaucoup. Je vous l'ai déjà dit en DiVincenzo, en Anunoby. Alors là, le backdoor, merci pour les portes ouvertes. Harrison Barnes n'a pas été comme d'habitude. Parce qu'il a plutôt été bon en défense en fait sur ce début de playoff. Sur ces playoffs d'ailleurs. Mais là, c'était un peu foiré. Après, on jugera sur la globalité. Harrison Barnes, il a une grosse... Ouais, bam, ça t'a tapé la balle dans les mains de Markkanen. Bravo, c'est l'état d'esprit qu'on veut voir, ça. C'est une équipe qui défend, c'est une équipe solidaire. Elle est amputée de ses deux meilleurs joueurs, probablement. Mais elle n'a pas dit qu'elle allait baisser les bras. Voilà l'esprit de ces Kings lors du match 3 côté de Chicago. Après, ouais, des séquences qui s'enchaînent bien hein, du côté des Bulls. Hein. Notamment... lorsque comme ça on sert Carter au poste, il y a pas mal de choses qui se font pas mal. Là, ça dévisse quand même parce que la défense de Wiseman est pas mauvaise. Et puis en contre-attaque, ça c'est sûr, hein, c'est la force de cette équipe. Puisque dès lors, je me répète, mais par la rotation avancée que j'ai faite, dès lors qu'on n'est plus en début ou en toute fin de match, on est un peu en small ball. Et du coup, le small ball, c'est pour quelle raison aussi, notamment, hein, c'est aussi pour pouvoir courir. Hein. Si vous avez des mecs plus petits, mais donc forcément plus rapides. Ici, c'est Barnes qui se régale. Bam, ici, pour donner l'avantage à Sacramento. Donc, attention. On va appeler le jeu tranquillement ici. Buddy Hield sur le côté. Il y a quelqu'un qui va venir, voilà, dans l'axe. C'est Pascal. Qu'est-ce qu'il va se proposer? Probablement DiVincenzo pour un retour ici, comme ça, à 3 points. Et bam! Voilà, donc joli système. Jeu système, ici c'est pareil, très très joli jeu sans ballon de DiVincenzo. Donc DiVincenzo il est à la hauteur, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Lui il peut être titulaire, hein. Il a beau avoir un overall qui est en dessous des 80, alors défense est un peu flottée sur D-Rose, mais globalement il fait le taf, mais il y a juste rien à dire hein, par rapport à DiVincenzo qui a presque la stature d'un titulaire. Bon, Kyra Lewis fait de bonnes choses, et là vous voyez par exemple, il foire 2-3 actions, pas grave, on est encore en tête, hein. Encore en tête. Là, c'est la fin d'une très bonne défense. Une très bonne défense qui se termine, par contre, malheureusement, regardez, par une faute provoquée. Oh là là, c'est à presque 2 secondes de la fin des 24 secondes. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait peut-être mieux à faire. Le pick and pop. Ah, ça rentre pas. On a perdu un peu d'adresse là sur ce match par rapport au précédent contre les Rockets, qui était, il faut dire, un peu monumental. Ici, vous avez vu la défense de Bogdanovic sur Carter. Bogdanovic se met à défendre. Alors, si Bogdanovic défend de cette manière-là, ça veut dire qu'en fait, les Kings peuvent être champions. Hein, on va être honnête. Donc voilà, on ressort parce que c'est bouché. On va aller chercher ici le petit écran, le shoot pour DiVincenzo. Encore une fois. Il fait un carnage. Il fait en tout cas il met des paniers difficiles quoi. Et là, hop, fin de shoot, le petit appel du poseur d'écran et bam. Voilà, j'utilise pas assez souvent ça. C'est très efficace sur Touquet parce que les défenseurs se font assez facilement berner. Wiseman sur le alley-oop avec une passe de vous savez qui pour un avantage conséquent. On est à plus 5 et qui est-ce qui va porter comme ça les stockades dans ce match?
c'est Harrison Barnes qui va comme ça permettre de passer à +8. +8, Zach LaVine qui est contesté. Zach LaVine aura vécu un match affreux. Il a été pris en défense par Harrison Barnes qui a retrouvé ses qualités de défense qu'on a pu connaître ou qu'on a pu éventuellement sur lesquels on a pu postuler, dirais-je. Buddy Hield comme ça ici, sorti de petit écran de jeu à 3 qui pose dedans. Bref, vous l'avez compris, l'appel ne peut pas servir à l'intérieur ici. Par contre, ça va ressortir ici. Enfin bref, Harrison Barnes, superstar hein, sur ce match-là. Et une victoire sans les deux meilleurs joueurs des Kings, une victoire à Chicago. Ça prouve aussi que cette série, elle est jouable. Elle est jouable pour les Kings. Elle est hyper indécise, cette finale. C'est pas la finale de rêve. Vous dites à quelqu'un, en 2022, la finale NBA sera les Bulls contre les Kings. Je pense qu'il y a, il y a 28 supporters sur 30 qui sont dégoûtés. Vous arrachez même pas les supporters neutres quoi, à l'adhésion d'une telle finale. Parce que tout le monde va dire, mais non, mais c'est horrible. C'est horrible, comment cela? En fait, ouais, pourquoi pas, hein, peut tout arriver. Hein. Moi, j'y crois pas, hein, perso, en 2022, mais on sait jamais. On sait jamais. La NBA est surprenante. Chicago a de l'argent à l'été 2021, même à l'été 2020. Ils peuvent aussi envoyer une blinde sur un très gros joueur. En fait, ils peuvent s'améliorer. Sacramento, c'est pareil. Ils auront à un moment donné du cap space. Ils peuvent envisager des choses. Donc, sans cette construction d'équipe là, bien sûr, parce que là, on est sur un scénario totalement hypothétique. Mais il y a toujours moyen d'envisager que de telles surprises puissent avoir lieu. Ça sent bon pour les Bulls. Hein. Ça sent bon pour les Bulls. Une 30, 8 points d'avance. On va peut-être assister à la fin, ici. Alors toujours le papa hein, qui gère le ballon, ici, là. Hop, Chris Dunn qui va redonner dedans pour la provocation de faute. De toute façon, c'est simple. Le pick and roll et le pick and pop, Chris Dunn, il les gère les yeux fermés. Et comme il défend comme un mort de faim derrière sur son vis-à-vis, vous avez déjà un gain arithmétique en termes de points apportés par ce type, qu'il soit lui à la conclusion ou pas, hein, qui est considérable en fait. Voilà. Chris Dunn, c'est le pro de la défense, mais de ce fait, ça devient également un peu le pro du plus-minus général. En tout cas, voilà, pour moi, regardez ici, la mismatch a été créée, on va pouvoir venir travailler de près. Faute de DiVincenzo, c'est un peu le champ du signe ici de Vincenzo qui est exclu sur cette 6ème faute. Markkanen marque le panier avec le lancer franc bonus. Donc on a compris hein, ce qui va se passer. Les petits Bulls vont aller chercher un deuxième titre en 3 ans. Phénoménal pour une équipe que tout le monde méprise. que tout le monde méprise et dont tout le monde se moque. Attention, hein, ça a changé de GM pendant la crise là. Vous le savez sûrement hein, si vous avez suivi. Regardez la salle vide des Kings, j'ai laissé. Et Zach LaVine qui est en train de célébrer à gauche là. Il n'y a personne dans la salle. C'est la moquerie la plus totale. Les supporters des Kings ont boycotté la fin et la remise notamment du trophée. C'est assez caricatural, hein, c'est amusant. Hein. Et donc, ouais, je pense que, en tout cas, à Chicago, les choses pourraient éventuellement changer. On sait que Jim Boylan va dégager. On sait aussi que le GM nouveau peut arriver avec de bonnes idées. Sait-on jamais. Il peut se passer des choses. Après, 2 titres en 3 ans, non. Très clairement pas. Mais là, on l'a pas volé. Hein. C'est peut-être les autres aussi qui n'ont pas été en capacité de le prendre. Et donc, c'est dans la poche pour ces Bulls. Je vais faire 2-3 bilans maintenant, justement, sur la suite, quasiment par ordre décroissant de performance en playoff. Alors, les Bulls, déjà, dont on voit Markkanen en plus MVP des Finals, donc c'est énorme, ça vient compléter Zach LaVine. Ça fait, on a 2 MVP des Finals dans cette équipe à présent. c'est voilà, intersidéral comme bilan, c'est incroyable. Et on voit qu'à l'été, il va y avoir de la flex, mais attention, il va falloir re-signer Carter Jr. Il y a une option aussi joueur sur D-Rose, voilà. Est-ce qu'il va la prendre ou pas? Ça peut tout de suite réduire de 10 millions l'enveloppe allouée au recrutement éventuel. Et attention à l'option de White, vous voyez, ça se referme tout de suite en fait. Ça se referme tout de suite la marge. Il y a 30 millions, mais c'est un leurre. Il y a en fait pas de marge. Voilà, il n'y a pas de marge. Mais de toute façon, l'équipe est constituée et quelque part dans la logique de la partie, il faut continuer dans cet esprit. Du côté ensuite
des Kings finalistes, je pense qu'il faut aussi continuer la partie, dans l'esprit, pardon, puisque ça a pas l'air de pas fonctionner. C'est plutôt même une stratégie qui a l'air de donner quelques résultats. Ah, c'est pareil, hein, la marge de salary cap, elle est, c'est un leurre en fait, c'est un douleur parce qu'il y a pas mal de mecs qu'il faudrait conserver et qu'il va falloir re-signer, il va falloir donner un peu d'argent. Donc on peut envisager la stabilité sur ces deux équipes-là. Par contre, du côté des Knicks, regardez-moi ça. En fait, je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 joueurs qui vont être sous contrat à l'été. Donc en fait, tout pourrait exploser. On peut tout imaginer du côté de New York. C'est pas dit que ça se passe pas comme ça après un tel fiasco, même si on sait qu'il est beaucoup dû à la blessure de Randall, hein, mais il pourrait y avoir des cartes rebattues du côté des Knicks et finalement abandon du projet en tant que tel. Hein. Bon, il y a une option aussi sur RJ Barrett, mais sinon, ouais, sous contrat, il y a Nelly Kina, il y a Johnson et Brown qui sont des rookies sur petit contrat. On paye encore Noah, mais ça c'est pour rigoler. Et bah oui, il y a eu un buyout. Hein. Donc du côté Knicks, on peut s'attendre à un bouleversement qui rime aussi avec Nuggets. Nuggets où là pour le coup l'explosion est annoncée. Hein. Autant les Knicks, il y a encore l'opportunité de faire dans la continuité, monter un sign and trade aussi pour Knox, etc. Autant pour Denver, l'explosion elle est annoncée. Il va falloir trouver des options, donc j'essaierai de voir à quoi je pense, des trucs un peu réalistes mais qui puissent aussi permettre de kiffer et de partager aussi avec vous. Des fois, on aime bien discuter. Si vous avez des petites idées, tout ça, ne vous hésitez jamais. Moi, j'aime bien discuter dans les commentaires. Donc, des nuggets en souffrance totale. On peut pas dire qu'on se raccroche vraiment à des jeunes talents en plus. Bah, j'ai envie de dire, le all-in, il a pas trop fonctionné. Donc, c'est mea culpa. J'ai échoué. J'ai échoué avec les nuggets. Et du côté des Wolves, par contre, moi je serais plus comme les deux autres, hein, les Bulls et les Kings. Je serais plus dans une certaine continuité parce que je vois cette équipe plutôt en progression et notamment avec pas mal de joueurs qui peuvent encore apporter quelque chose. Il faut voir aussi le cas de Okogie à qui il faudra donner un salaire un peu conséquent. Napier, peut-être voir ce qu'on en fait si Noel s'avère finalement suffisant. Nasrid, n'oublions pas qu'on a joué sans Nasrid, qui est un très bon joueur qui va aussi progresser très probablement. Donc il y a pas mal de perspectives d'évolution. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vous dis à un de ces jours, je dis pas quand, parce que je suis ultra débordé en ce moment, mais gros plaisir pour NBA 2K toujours, vous savez. A plus, et vive les Bulls. Bye bye.